Alors voilà l'appareil que l'on a au service et pour vous dire que en collaboration avec toute l'équipe, c'était parmi les derniers appareils que l'on a achetés parce qu'il fallait d'abord qu'il y ait un recrutement, il fallait un peu optimiser et puis que les indications soient les plus adaptées et ne pas accepter ce qui se dit par en principe les vendeurs et même pour les écrits. Alors dans ce chapitre, je vais vous parler un peu des différents modes d'action de l'onde de choc et puis les indications principales et en pratique au Maroc, qu'est-ce qu'il vous faut vraiment, comment faire pour vous éviter des problèmes. Alors, l'onde de choc, quand on l'applique, je ne sais pas si vous l'avez essayé, elle est très très douloureuse et donc c'est tout à fait qu'elle va solliciter un peu la théorie du gate control où à travers un influx nociceptif, il va aller au niveau de la moelle pour renforcer la gestion de la douleur qui est générée par une tendinite calcifiante aussi bien au niveau de l'épaule qu'au niveau de l'épicondyle ou une aponevrosite plantaire. Alors, cette théorie du gate control, comme vous allez le voir à travers cette diapo, en fait, il a été décrit à travers tous les matériels ou bien tout le procédé de physiothérapie et d'électrothérapie. Alors, bien sûr, la gestion de la douleur, elle est à la fois périphérique, médulaire centrale et puis centrale corticale. Et si on veut parler un peu et on veut être honnête avec nos patients, surtout dans les appareils de l'appareil locomoteur et neurologique, l'approche de la douleur se doit d'être un peu transversale et comment dire, focaliser patient par patient, parce que là, on ne perçoit pas de la même façon la douleur. Et donc, des patients peuvent parfois justifier d'un traitement local et d'autres peuvent avoir ce qu'on appelle une gestion un peu même transversale. Alors, l'onde de choc, eh ben, c'est un contrôle inhibiteur qui se fait au niveau de la colonne dorsale, au niveau de la moelle. Euh, pour être un peu pratique, il rejoint ce qu'on appelle la pratique de tous les jours dans la médecine traditionnelle, les pointes de feu. Quand on fait le point de feu, eh ben, on envoie un influx douloureux et donc on détourne un peu ce patient. Donc voilà le premier mécanisme ou bien d'action de l'onde de choc. La deuxième, mais qui n'a jamais été vérifiée, c'est beaucoup plus des hypothèses de laboratoire. Et donc l'onde de choc, il est envoyé à forte énergie. Et quand il va taper au niveau du tendon, on regarde l'insertion de l'os, eh ben, il est supposé délivrer des substances inflammatoires, dont, entre autres, les endorphines, qui vont un peu gérer la douleur au niveau local. Et pour vous rapprocher, moi je dis que l'onde de choc, elle est la cousine des ultrasons, je crois que vous les avez. Et l'ultrason, c'est le même mécanisme. Donc, c'est de l'électricité qui est délivrée, mais l'énergie n'est pas importante. Et donc, la profondeur, elle est un peu superficielle. L'onde de choc, la profondeur, elle est très importante. Donc, la théorie chimique et puis il y a la théorie mécanique, c'est que quand on a une tendinite, à travers les différents stades d'évolution, vous avez la tendinopathie inflammatoire, des micro-ruptures, la haute énergie que délivre l'onde de choc, et ben, paradoxalement, il va un peu raccourcir la durée de ces micro-fissures, qui va un peu les aggraver, en fait, pour faire apparaître le plus tôt possible la fibrose. Et ce mécanisme-là, il a été beaucoup plus vérifié dans les épicondylites. Et c'est là où il y a le dilemme. Faut-il l'appliquer dans les tendinites de la coiffe? Comme on sait que la coiffe, l'épaisseur, elle n'est pas assez importante, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'aller d'une rupture superficielle vers une rupture transfixiante, etc. Donc voilà, si on veut résumer, les trois modes principaux d'action de l'onde de choc au niveau gate control, au niveau médulaire et au niveau local à travers double action aussi bien mécanique qu'inflammatoire ou chimique. Alors, autre élément, c'est au niveau osseux. Et moi, honnêtement, l'onde de choc, je l'ai découverte au début. Dans les séquelles post-réanimation, ce sont des patients qui commencent à fabriquer de l'os en excès. C'est ce qu'on appelle les ossifications hétérotopiques. Et donc, à travers ces ossifications hétérotopiques, l'onde de choc, elle est tellement importante qu'elle va un peu inhiber l'ostéogenèse et elle va espérer diminuer la fabrication de l'os. Et c'est là, par extrapolation, on s'est dit, tiens, pourquoi pas ne pas la pratiquer pour la calcification. Mais ce qui est un peu contredit et que j'arrive pas à comprendre, c'est que maintenant, on a étendu l'application pour dire quand vous avez des patients qui retardent lors d'une fracture, une consolidation, on peut appliquer l'onde de choc. Ça nous renvoie à l'intensité
de l'onde de choc. Il faut régler, ce n'est pas un menu classique, l'onde de choc. Il y a des intensités, il y a des modes d'action et en fonction de chaque patient et en fonction de chaque mécanisme, il faut un peu adapter ces intensités. Ce n'est pas ce qu'on appelle nous communément 2000 coups et il faut appliquer 2000 coups chez ces patients-là. Et là, les vendeurs ne sont pas capables de vous le dire, hein. Et chaque vendeur, il a une intensité qui lui correspond. Donc voilà pour le mécanisme un peu physiopathologique des ondes de choc. Alors, ils l'ont élargi, bien sûr, c'est les calcifications. Moi, je vous dis ce qu'il y a dans la revue de la littérature et après, je vais vous dire mon point de vue, hein. Les tendinopathies, ils l'ont élargi, achyléenne, patellaire, cou d'épaule, les aponevrosites plantaires, dans les cas, ce qu'on appelle les séquelles de déchirure douloureuse, mais beaucoup plus quand il y a une fibrose qui est en train de se constituer. Donc, c'est un mécanisme d'action qui vient de la médecine du sport. Et méfiez-vous de tout ce qui vient de la médecine du sport. La médecine basée sur des preuves n'est pas suffisamment justifiée. Donc, on applique, ce sont des sportifs, ils ont des assurances. Ils n'ont pas ce qu'on appelle le droit de retour. Comme pour le PRP, il te fait ça, si ça marche tant mieux, si ça marche pas, il passe à autre chose. Nous, en tant que médecins, nous avons le devoir avec les assurances que ces pratiques-là, qu'elles aient un niveau d'efficacité, un niveau de preuve scientifique quand même bien établi. Donc voilà ce qui a été un peu dit dans la littérature. Je peux ajouter même ce qu'on appelle les ossifications. Nous, on voit beaucoup dans les séquelles de Réa. Alors, qu'en est-il maintenant de ce qui se dit dans la littérature? Je vais vous donner 3 chapitres. Alors celui-là, c'est le dernier qui parle un peu des patients qui ont une calcification. C'est une Cochrane. Donc une Cochrane, ils ont pris un peu tout ce qu'il y a de publié dans les tendinites calcifiantes et pour voir le niveau de preuve, etc. Et pour le niveau de preuve, je vous le dis tout de suite, c'est difficile d'avoir des groupes homogènes dans le cadre des tendinites, surtout pour l'épaule. La manifestation de la tendinite, il y en a qui vont jusqu'au niveau de la capsulite, l'algodystrophie, d'autres qui ne ressentent rien. Et donc, la conclusion de cet article-là, c'est qu'ils n'arrivent pas, en fait, de cet article, de cette revue de la littérature, ils disent que vraiment, ils n'arrivent pas à établir la suprématie d'une thérapeutique par rapport à une autre. Donc, qu'est-ce qu'elle peut apporter l'onde de choc? De cette conclusion-là, je peux dire que beaucoup plus, c'est un arsenal. J'ai fait la comparaison avec l'ultrason. Il faut qu'il soit associé et je vais vous dire un peu pourquoi. Donc voilà pour la première revue de la littérature. Maintenant, la deuxième, c'est pour la fasciite plantaire, ce qu'on appelle les aponevrosites, les épines calcaniennes. Alors là, ils ont trouvé que c'est une étude comparative entre patients qui ont eu uniquement de choc et autres qui ont eu une infiltration au niveau du pied. Et de ces 2 études, on n'a pas trouvé une différence statistiquement significative, avec cependant un penchant pour une supériorité de l'onde de choc. D'accord? À la rigueur, là, au niveau pratique, on peut se dire que l'aponevrosite plantaire, ce n'est pas le tendon d'Achille, il est quand même suffisamment fort avec au niveau de son insertion. On peut éventuellement discuter l'onde de choc. En fait, c'est une balance que vous devrez à chaque fois étudier. Qu'est-ce qu'elle peut vous apporter et les risques de cette thérapeutique. Alors, et pour l'épicondylite, eh ben, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé là, vu que ce sont les muscles épicondyliens, donc les extenseurs, on a trouvé de cette étude-là qui a été faite de façon comparative, elle a trouvé quand même une efficacité de l'onde de choc par rapport aux différentes thérapeutiques qui sont un peu la rééducation classique et l'infiltration. Donc voilà pour les 3 sites préférentiels et vraiment que j'ai limité à ça. Et au niveau de l'appareil locomoteur, ce sont les indications principales. Alors bien sûr, quand vous voulez indiquer, à chaque fois, il faut respecter les contre-indications. Les plus importantes, c'est quand vous avez les patients sous anticoagulants parce que ça provoque une hypervascularisation, ça provoque une néoangiogénèse et donc il y a un risque même hémorragique qui est maîtrisé, mais quand il est sous anticoagulant, le risque il est important. Bien sûr, les patients, vous le maîtrisez très bien. Quand vous avez un patient qui a une déminéralisation, une ostéoporose, le risque de fracture, oui, ça a été décrit, hein. Les risques de fissure et de fracture très fréquentes quand on ne calcule pas
les bénéfices et les effets secondaires. Bien sûr, méfiez-vous quand vous examinez. Voilà l'autre drame, parce qu'on s'est retrouvé avec des patients qui ont une tendinite calcifiante avec une épaule hyperalgique. Et le patient, il te dit, je veux rien savoir, j'ai l'ordonnance d'onde de choc, ça nous pose un problème avec l'équipe, et je veux qu'il y ait l'onde de choc. Ce n'est pas logique, hein. Il y avait même un collègue à nous, hein, qui a entendu parler de l'onde de choc. Il fallait, lui expliquer pour lui dire que ça ne va qu'aggraver. Parce qu'il y a un article, moi j'ai trouvé un article où ils disent pourquoi pas, on peut l'essayer. Moi je vous réponds en pratique. Il faut vivre une algodystrophie de l'épaule pour pouvoir par la suite penser à indiquer l'onde de choc, hein. L'onde de choc, c'est très douloureux, c'est très violent. Et donc vraiment, il ne faut pas extrapoler. Alors bien sûr, les enfants, méfiez-vous. L'électrothérapie en général, chez les enfants en croissance, parce qu'ils ont un cartilage de croissance, il est encore hypervascularisé. L'ultrason, qui est quand même très léger, il est contre-indiqué. Vous risquez de fissurer vos cartilages de croissance et donc compromettre la croissance de ces patients. L'onde de choc, ça, il ne faut même pas y penser. Alors, qu'en est-il dans les cas de l'appareil locomoteur qui sont porteurs de matériel d'ostéosynthèse? L'électrothérapie en général, c'est contre-indiqué parce qu'elle risque de vous dénaturer la solidité, aussi bien de la prothèse que des fixateurs, etc. Alors, l'onde de choc, il parle d'une contre-indication relative, donc c'est juste pour vous dire qu'on n'a pas suffisamment d'études, il n'a jamais été pratiqué. C'est vrai, quand on met une prothèse dans le cadre de la SPA, le risque d'ossification est important. Faut-il aller vers les ondes de choc? Je crois que le risque ne vaut pas le coup d'essayer, parce que si le patient décèle ou si le patient présente une fissure ou une fracture sur prothèse, c'est le traumato qui vous aurez affaire à lui. Bien sûr, quels sont les effets secondaires? En général, dans notre pratique, il y a des patients qui ne la tolèrent pas, douloureuse importante. Il y en a qui, beaucoup plus, ils ont un peu mal, mais qui arrivent à gérer cette problématique de la douleur. Il faut aller au cas par cas. Et c'est pour cela que la durée et les ondes de choc, moi j'ai vu des ordonnances où c'est écrit 10 séances. Si à la deuxième, troisième séance, ça commence pas à donner des effets, c'est pas la peine de continuer. On peut se permettre en moyenne 5 séances, hein. Mais au-delà, je crois pas qu'on peut y aller. Voilà pour nous, hein, ce que je peux vous dire dans la pratique que l'on a avec les patients. Maintenant, ceux qui vous vendent, là, ils peuvent vous dire tout, hein. Alors, voilà, donc pour revenir le nombre de séances, 5 à 6 séances, que vu, c'est violent, hein, je l'ai essayé moi une fois, c'est très très douloureux. Et pourtant, j'ai essayé jusqu'à 1000 ou 1200 coups, hein. Il y a des patients, il faut aller jusqu'à 2000. C'est très douloureux. Donc, une séance suffit. Alors, de cette application-là, d'une séance par semaine, je ne sais pas s'il y a des kinés qui sont avec nous. Oui. C'est ça. Moi, je suis universitaire, donc je vais vous donner l'approche qu'il y a. Je vous le dis tout de suite, c'est un moyen parmi d'autres que malheureusement en pratique libérale, beaucoup de patients sont un peu orientés beaucoup plus vers l'application de l'onde de choc. Or, durant la formation des kinés, on leur a parlé que chaque fois qu'il y a une douleur, il y a un dérèglement du système proprioceptif, etc. Et que la prise en charge doit être un peu globale. Les séances de rééducation doivent être globales. Sinon, on n'améliore pas nos patients et je vais vous le montrer. Justement, en pratique. Voilà pour une tendinite calcifiante. Celle-là, elle est évidente. D'accord? Est-ce qu'il faut aller vers les ondes de choc en pratique? Par exemple, au Maroc, moi je vous dis, c'est au cas par cas, en fonction de la gestion de la douleur. Et la deuxième chose, ça nécessite à chaque séance un repérage échographique. Parce que le patient, ou en fait celui qui va pratiquer, il peut un peu être orienté beaucoup plus par ce qu'on appelle la zone locodontique, c'est-à-dire la zone où elle est douloureuse. Or, nous, on va dissoudre cette calcification. Et donc, en principe, les règles de pratique courante disent qu'il faut qu'il y ait un repérage. Ce qui nous amène, sans offenser personne, il y en a des indications qui vous disent
eh ben que ça, surtout au niveau de l'épaule, ça doit être une indication et de réalisation médicale, puisqu'il faut qu'il y ait un repérage échographique pour orienter. Et malgré ça, chaque fois que vous avez sur ce schéma-là une tendinite qui touche aussi bien le supra ou l'infra, vous avez tout ce complexe-là qui se trouve déréglé. Et une tendinopathie calcifiante, ça veut dire que c'est une tendinite chronique, qu'elle va non seulement gérer la douleur, ce que je vous ai rappelé dans le rappel physiopathologique, elle a un effet antalgique, mais il y a un dérèglement, on peut avoir une limitation articulaire, comme vous allez le voir ici. Vous allez avoir, voilà comment on voit un peu la médecine, en médecine physique. La déficience, nous sommes face à une douleur, limitation de mobilité, qui peut être aussi bien en actif passif ou quelquefois en fin de mouvement, et donc qui témoignera d'une incapacité. Donc, quand on fait le testing, il y a une faiblesse musculaire. Est-ce que les ondes de choc vont répondre à toute cette problématique qui découle? Je ne suis pas là pour descendre l'onde de choc, moi je vous dis juste, c'est un arsenal parmi d'autres, et que l'appliquer dans le cadre même d'une tendinite calcifiante ne met pas, le patient doit rentrer dans une prise en charge globale. Par exemple, le lundi, il fait une séance d'onde de choc et le mercredi, il doit faire sa rééducation classique qui, elle, visera à récupérer la mobilité articulaire et, si l'état du patient le permet, faire un renforcement musculaire adapté parce que c'est ça qui a été établi. Et cette diapo-là, elle date et elle a au moins une vingtaine d'années. Donc, c'est quelque chose qui a été vérifié aussi bien par une évaluation clinique que par une évaluation instrumentale, ce qu'on appelle l'évaluation isocinétique. Donc, il y a une faiblesse musculaire. Voilà. Qu'en est-il de l'épicondylite? Alors, on se retrouve face à un schéma qui comporte l'infiltration, la rééducation l'onde de choc, ou bien est-ce qu'on peut associer les trois protocoles? C'est ce que j'ai dit dans le rappel physiopathologique. Chaque patient est un cas particulier. Il y a la problématique des assurances. Quelquefois, il y a des patients, quand il faut défendre, dans l'épicondylite, oui, on peut aller vers l'onde de choc. Mais il y a un profil de patient qui aimerait bien avoir un accompagnement parce qu'il y a un risque de chronicité et on peut ajouter éventuellement une rééducation classique. Si l'épanchement est important, eh bien, quelquefois, les trois protocoles, l'un complète l'autre. C'est ce qu'on appelle en optimise. Mais est-ce qu'un traitement est plus fort que l'autre? Oui, dans l'épicondylite, l'onde de choc, mais est-ce qu'elle suffit pour la prise en charge unique de ces patients-là? La réponse, dans la revue de la littérature, il penche vers une importance ou bien une prédominance de l'onde de choc, mais bon, à vérifier dans notre contexte et les patients ne gèrent pas la douleur de la même façon. L'aponevrosite plantaire, les protocoles que nous on a vécu, c'était l'infiltration, la rééducation classique et les semelles orthopédiques. Voilà ce qu'on utilisait. Alors maintenant, l'onde de choc également, et c'est le même principe que pour l'épicondylite. Il y a des patients qui sont douloureux, qui appréhendent la douleur, et là, il ne faut pas hésiter à associer 2 voire 3 protocoles à la fois. Voilà, donc voilà ce que j'avais à dire. Donc, l'onde de choc, c'est une thérapie qui était dans l'historique améliorée par rapport à l'ultrason, avec un effet un peu mécanique et chimique très très important, que en pratique, le pistolet que vous utilisez, c'est un pistolet comme pour la tête d'ultrason, il s'use avec le temps. Et donc, le prix qui est un peu assez important fait que lors de la pratique, par exemple au niveau du Maroc, les séances restent un petit peu importantes. Mais est-ce que c'est le traitement miracle qu'il faut faire passer? Je crois que nous, en tant qu'enseignants, on doit vous faire passer un peu les règles de bonne pratique. Eh bien, il faut être un peu critique. Il faut vraiment bien réfléchir beaucoup plus sur ce que vous allez apporter au confort de vos patients plutôt que d'aller vers ce qu'on appelle les traitements à la mode. Voilà, parce que j'ai entendu que même des collègues rhumatologues qui s'installent en libéral, ils achètent l'appareil. Je ne suis pas contre, mais encore une fois, pour le rentabiliser, il faut avoir, que vous ne recrutez que des patients sportifs, etc., pour que vraiment l'indication soit là. Pourquoi? Parce que vos leur demande, elle est presque immédiate. Ils demandent à être améliorés, etc. Et si ça ne marche pas,
ils ne sont pas aussi critiques vis-à-vis de ce que vous pouvez apporter comme arsenal thérapeutique. Mais pour les patients de tous les jours, je crois qu'il faut rester critique dans vos ordonnances. Voilà, merci. Merci, professeur Fatemi. Je ne sais pas s'il y a des questions.